Alors, la deuxième question qu'on me pose très souvent, c'est évidemment l'enjeu du financement. Comme je le disais un peu plus tôt, bah voilà, on est très content de voir que la Fed est en train de redescendre les taux, hein. Ça fait maintenant depuis le début d'année qu'on a une belle descente de taux. Je crois qu'on a plus de 2%, hein. La Fed a réduit vraiment beaucoup les taux, donc ce qui permet d'avoir aujourd'hui eh ben, la capacité d'emprunter avec l'argent de la banque qui coûte beaucoup moins cher. Mais effectivement, pour les investisseurs étrangers, les acteurs étrangers, il y a tout un tas de programmes de financement qui existent. On peut se faire financer dans le, on va dire, chaque situation est différente, mais ce que va regarder la banque de manière générale, c'est les revenus que vous générez, même dans votre pays d'origine. Ils vont prendre ça en considération pour voir comment est-ce que vous pouvez supporter l'obligation que vous allez mettre en place, la mensualité à rembourser. Et après, ils vont regarder également le cash de disponible, la réserve de cash, notamment pour faire l'apport. Et puis pour certains programmes, ils demandent d'avoir une réserve de cash d'avance pour supporter un certain nombre de mois de charges. Voilà, tout dépend des programmes, mais sur les programmes d'investissement qui ont les conditions les moins favorables, en fait, les programmes les plus favorables sont ceux pour la résidence principale, mais là, vraiment, il faut être résident américain ou citoyen américain. Après, on a les programmes de résidence secondaire qui sont ouverts aux étrangers également, qui sont possibles, donc qui se basent beaucoup plus sur le montant des revenus. Après, on a les programmes de financement basés sur l'investissement. Donc là, la banque va regarder effectivement le- combien est-ce que vous avez d'apport, puisqu'il y a un apport minimum à mettre sur ce type de programme. Généralement, c'est 20 à 30%, on va dire 30% pour être conservatif, qu'il faut prévoir pour l'acquisition du bien. La banque va également faire appel dans le cadre de son processus, et ça c'est vrai pour tous les programmes, hein, après résidence principale, résidence secondaire ou investissement, à un estimateur qu'on appelle un appraiser aux États-Unis, qui est quelqu'un d'indépendant que vous payez vous en tant qu'acheteur pour connaître la valeur du bien. C'est-à-dire que la banque, évidemment, veut se protéger. Vous, aujourd'hui, vous signez un contrat, imaginons, à 100 000 dollars. La banque veut vérifier que le bien que vous achetez va être bien le prix du contrat. Si, évidemment, la valeur du bien est inférieure au prix du contrat, c'est un terme suspensif, le financement, donc vous pouvez annuler le contrat. Mais vous pouvez également, il y a d'autres solutions qui existent pour continuer la transaction, c'est-à-dire notamment compenser la part que la banque ne financerait pas, parce que si l'estimation vient euh, en dessous du prix du contrat, eh bien évidemment, la banque financera jusqu'à la hauteur de l'estimation et non pas à la hauteur du contrat. Donc il peut y avoir parfois une différence qui peut être à compléter en cash notamment. Mais en tout cas, c'est un bon moyen aussi eh bien, de vérifier la valeur des biens puisque les estimations, les appraisals, fonctionnent en fait sur des comparables. Ce que font les estimateurs, les appraisers, c'est qu'ils regardent en arrière les transactions passées sur des biens comparables et ils définissent une valeur moyenne, une opinion de la valeur du bien que vous êtes en train d'acquérir. Euh, pour revenir sur les programmes d'investissement et les financements là-dessus, eh bien évidemment, vous avez donc l'apport qui est important, qui est d'environ 20 à 30%, tout dépend de la nationalité de votre nationalité, ça peut avoir un impact. Tout dépend des programmes aussi et de l'État où vous investissez. Mais également, vous allez effectivement avoir une réserve de cash peut vous être demandée, 3, 6 mois de réserve d'avance pour supporter l'obligation, les charges fixes liées au bien, c'est-à-dire le remboursement du capital qui est emprunté, le paiement de l'intérêt, le paiement de la taxe foncière, le paiement de l'assurance. Voilà, c'est toutes ces charges fixes qui sont comptabilisées et parfois les programmes voilà, vous demandent jusqu'à 6 mois pour supporter ça. Maintenant, ce que la banque va regarder dans le cadre d'un programme d'investissement, du financement d'un programme d'investissement, ça va être aussi une estimation du loyer, puisque c'est un plan d'investissement, ça veut dire que ça va être un bien locatif, et donc elle va regarder que la charge est bien supportée par le loyer, c'est-à-dire que le loyer doit être au moins égal aux charges fixes, donc remboursement la mensualité, remboursement du capital et paiement de l'intérêt, plus assurance et taxes foncières. Généralement, les banques aux États-Unis servicent les loans, c'est-à-dire que c'est elles qui payent, les banques payent les taxes foncières et les assurances. En fait, quand ils vous font un calcul, quand vous faites l'acquisition d'un bien, ils vous donnent une estimation de ce que va être votre mensualité, sont intégrés dedans le paiement de l'assurance et le paiement de la taxe foncière.
Parce que, évidemment, la banque ne veut pas prendre le risque, un, que vous ne payez pas votre taxe foncière parce que vous avez un risque de saisie aux États-Unis si vous ne payez pas votre taxe foncière, et deux, veulent être sûr que le bien est bien couvert par une assurance s'il y a un dommage très important. Ils ne veulent pas perdre, évidemment, le bien, puisque pour eux, c'est aussi un risque du point de vue de la banque. Actuellement, du coup, alors les taux, évidemment, ils varient. Et ça varie beaucoup. Comme vous l'avez vu, hein, depuis le début de l'année, je crois que la Fed a descendu le taux de près de plus de 2%, je crois. Là, les derniers taux ce que j'ai vus hier, je vous parle du 30 ans fixe, qui est la norme aujourd'hui aux États-Unis, hein, on emprunte sur 30 ans. Alors évidemment, on peut emprunter beaucoup plus court. On peut emprunter sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, sur 30 ans. Mais aujourd'hui, la norme reste plutôt 30 ans. Sur du résidentiel, j'entends. Sur du commercial, on peut même aller encore plus loin, jusqu'à 40 ans. Sur 30 ans aujourd'hui, pour une résidence principale, un Américain va être autour de 6% de taux d'intérêt. Généralement, les investisseurs étrangers sont à un point au-dessus de ça, donc autour de 7% aujourd'hui. Euh, voilà où on en est sur les taux d'intérêt. Alors, il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a une multitude d'institutions qui prêtent de l'argent. On a bien sûr les banques commerciales traditionnelles, mais ce n'est pas les purs prêteurs. On a après des sociétés d'assurance vie. On a des credit unions, c'est-à-dire que c'est des sociétés. Par exemple, Ford a été une grosse credit union qui prête également de l'argent. On a tout un tas d'organismes. Donc, il est commun, notamment quand on est à l'étranger, d'aller voir plutôt qu'une banque en direct commerciale, plutôt un courtier, puisqu'il a aussi accès à d'autres produits qui ne sont pas directement accessibles au public. Donc, généralement, on travaille avec un mortgage broker, c'est-à-dire un courtier, ou une banque en direct aussi. Tout dépend quel type de bien on choisit. Je dirais plutôt que moi, dans la tendance, en Floride, on va plutôt avoir un mortgage broker pour nos clients étrangers. Et sur le nord-est du Mississippi, la région du lac Pickwick, on va aussi voir des banques locales, puisqu'elles ont une bonne connaissance du terrain. On travaille avec des courtiers également, mais les banques locales sont assez friandes des programmes que l'on a. Nous, on fait du neuf. Et donc, c'est aussi une bonne ressource pour les clients étrangers. Concernant le pourcentage de frais à l'acquisition, ça va dépendre de quel type de frais on parle. Les frais notaires, précisément, alors là aussi, ça dépend des États, mais on va dire qu'ils vont être de l'ordre de 1% environ, 1,5%. En Floride, par exemple, il y a une taxe qui est aussi négociable, hein, puisque quand on transfère un titre de propriété en Floride, on a une taxe qui est de 0,007 de la valeur du bien. Cette taxe peut être payée par le vendeur, par l'acheteur, peut être négociée entre les deux. Donc, voilà, tout dépend de ça. C'est le plus gros des frais. Après, les frais d'avocats, puisque c'est des avocats qui font les transactions généralement, ou les title companies, les sociétés de titres, eux, sont propres à chacune de ces entreprises, mais généralement sont de quelques centaines de dollars. Euh, Après, sur un titre de propriété, on achète aussi ce qu'on appelle une assurance sur le titre. Généralement, on peut ne pas le faire, mais c'est pas du tout recommandé, mais plutôt une assurance sur le titre, parce que quand on achète un titre aux États-Unis, il vient avec tous les défauts antérieurs. On prend l'ensemble, le titre et les défauts qu'il peut avoir avant. Donc, il peut potentiellement avoir des droits de certains types de droits antérieurs qui peuvent être problématiques et qui sont assurables. Donc, généralement, on les assure. Et cette assurance aussi a un coût quand on acquiert le bien et peut être variable. Ce qu'il faut prendre en considération également, c'est qu'il peut y avoir des charges, des frais, des dépenses pour vous qui sont en fait des commissions pour les banques ou pour les courtiers avec qui vous travaillez. Donc vraiment, le pourcentage de frais est très variable. Ça va être compliqué pour moi de vous donner effectivement une réponse puisque ça va dépendre de l'État. Par exemple, dans le Mississippi, il n'y a pas de frais de titre. Quand on transfère un titre, il n'y a pas de frais, ce qui n'est pas le cas de la Floride. Et c'est probablement différent dans d'autres États. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en considération sur ces frais de closing. Globalement, le 1% est plutôt juste pour les frais de clôture. Parfois, c'est beaucoup moins. Je fais des transactions en cash sur l'État du Mississippi avec bien une title insurance que bien sûr les acheteurs achètent quand je leur vends, certains clients européens. Bon, là, on parle d'un frais qui est entre la tête. En fait, ils payent juste la title insurance et les frais de l'avocat pour faire la transaction et enregistrer le titre. Bon, on parle de un demi pour cent, voire même moins. Parfois,
en Floride, une transaction, tout va dépendre des termes que vous négociez avec la banque. Si vous avez un financement, vous allez avoir plus de frais. Parfois, ça peut représenter 3%. Tous les frais mis bout à bout, et notamment là-dedans, il y a du profit pour la banque également, avec une commission qui vous est facturée au moment du closing. Donc, à vérifier, mais ayez en tête qu'une transaction en cash, déjà, sera beaucoup moins onéreuse qu'une transaction à financement d'un point de vue des frais d'acquisition pure pour un bien. Ça, c'est certain. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, voir la rentabilité de ce type de bâtiment ou la rentabilité d'une maison individuelle, le prix d'un duplex ou le prix d'une maison individuelle, une seule adresse, contact@investir.us, ou le lien directement en description. Vous soumettez votre projet et puis on prend contact avec vous sous 24 à 48 heures. Je vous dis à bientôt, bye bye.